normalement, il a deux sites de fixation du fer ferrique, Fe3+. Oui. Bon, végétal. Bon, c'est pas d'origine, c'est-à-dire si on aura même d'origine animale, et avec, je dirais, ce qu'on appelle la dégradation des éléments ou la libération je dirais, sous l'effet des enzymes dans la lumière intestinale, on peut libérer par exemple le fer. Alors s'il devient le fer comme ça libre, il ne peut pas traverser, je dirais, la villosité ou le pôle apical de l'entérocyte. S'il est Fe2+, voilà, il y a le passage par la DNT1, mais s'il est sous forme de Fe3+, il doit être réduit en Fe2+. C'est-à-dire Fe2+, c'est la forme par laquelle le fer puisse inorganique, c'est-à-dire n'est pas dans un complexe, il peut entrer dans l'entérocyte. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on a mis en évidence que le fer inorganique ne peut entrer que sous forme de Fe2+, dans les médicaments, les médicaments de fer qu'on utilise pour donner du fer aux patients qui ont une carence en fer, le fer il est sous forme de Fe2+. C'est-à-dire on tient compte de cet état oxydant du fer. C'est-à-dire on donne, dans la formulation, c'est surtout le fer Fe2+, qu'on met dans le médicament et pour avoir une meilleure libidisponibilité. D'accord ? Alors, la transférine, c'est le transporteur du fer dans la circulation sanguine et normalement, elle a deux sites de fixation. Mais théoriquement, c'est-à-dire si j'ai 100 molécules de transférine, c'est ça en fonction de la femme et de l'homme, mais on peut avoir une saturation, un degré de saturation de 20 à 40%. C'est-à-dire, si j'ai 100 molécules de la transférine, 40 molécules qui vont transporter le fer. Les autres sont libres. Et vous pouvez imaginer ou vous pouvez deviner, dans les contextes où on a une augmentation de la saturation de transférine, on peut penser qu'on a beaucoup de fer. Et on peut penser, c'est grâce même, on va voir ça, à un paramètre de saturation de la transférine, qu'on peut deviner qu'on est devant une surcharge en fer. Bon, la transférine, une molécule qui a la capacité de fixer le fer sous forme de Fe3+, et cette molécule, il va vers presque la transférine, il va presque à toutes les cellules. Mais c'est surtout parce qu'on a dit que c'est 65% de fer existe dans le compartiment, et, je dirais, il est impliqué dans l'érythropoïèse. On va faire, la majorité, ils vont vers la moelle osseuse et cette transférine va être captée par ce qu'on appelle les récepteurs de la transférine. Les récepteurs de la transférine, on décrit deux types, les récepteurs transférine 1 et les récepteurs de transférine 2. Les récepteurs de la le premier type 1, il existe chez toutes les cellules, mais les récepteurs de transférine 2 existent surtout chez les érythroblastes et les hépatocytes. Alors, au niveau, si on est devant chez l'érythroblaste, l'érythroblaste, il exprime ces récepteurs de la transférine, il capte, ici, il est bien illustré, les récepteurs sont ces ligands verts, il va capter la transférine, puis il va faire on aura une endocytose de ce complexe, la transférine avec les récepteurs de la transférine, et il va donner sous forme de vésicules, des endosomes, si on ose de le dire, et on aura une augmentation de l'acidité dans l'intérieur de ces vésicules. Par conséquent, on aura le détachement de ces atomes de fer, puis après on aura libération, on va les faire sortir dans le cytoplasme et ce fer va être véhiculé ou il va être amené pour la synthèse si on est dans l'érythroblaste, le fer c'est dans l'hémoglobine. Très bien. Alors l'hémoglobine,
Bien sûr, c'est une molécule où on a une partie protéique et une partie non protéique. La partie non protéique, c'est le noyau de l'hème, et la partie protéique sont les chaînes de globine de l'hémoglobine. Sachez que la synthèse de l'hème est très complexe et on a besoin, où il se déroule dans le mitochondrie, et il y a des étapes qui se déroulent dans le mitochondrie, et il y a des étapes qui se déroulent dans le cytoplasme. Ça commence dans l'intérieur du mitochondrie, puis après, on a des phases dans le cytoplasme, puis après, certains intermédiaires métabolites, ils vont entrer à l'intérieur du mitochondrie pour arriver au stade de protoporphyrine 9 qui va fixer ici, qui va fixer le fer par cette enzyme-là, ferrochélatase, qui va donner l'hème. Et l'hème, une fois il est formé, il va sortir dans le cytoplasme et il va s'assembler avec les chaînes de globine pour donner la molécule de l'hémoglobine. D'accord? Alors, bien sûr, si on a besoin, on a fait le suivi de parcours du fer, l'absorption au niveau intestinal passe entrer dans l'entérocyte, il sort de l'entérocyte par la ferroportine, il est dans la circulation sanguine. Si on a besoin de ce fer, la majorité va regagner la moelle osseuse. Au niveau de l'érythroblaste, la membrane, il va capter la transférine et il va le faire entrer, il va arracher le fer, il va dans le cytoplasme, on va faire la synthèse de l'hème et on aura l'assemblage de l'hème avec les chaînes de globine, on va former l'hémoglobine, le globule rouge il est formé, il est déversé dans la circulation sanguine. Bon, et comme ça, on a le cycle du fer. Alors, cette globule rouge, il va faire son travail pendant 120 jours. Et après un jour, il va terminer sa durée de vie et on aura la dégradation et le recyclage du contenu de ce globule rouge. Et parmi le contenu qui sera recyclé, c'est le fer. Mais dans certaines circonstances, le fer qui est absorbé, il va être stocké. Et surtout, il va être stocké dans le foie. Le foie, c'est un organe qui est un réservoir très important pour le fer. Alors, quelles sont les formes de réserve du fer? Alors, la première forme de réserve du fer, c'est la ferritine. La caractéristique de la ferritine, c'est que c'est une forme de réserve mobilisable. C'est-à-dire, si on a besoin du fer, c'est facilement de prendre le fer à partir de la ferritine. Contre une autre molécule de réserve, et surtout cette forme de réserve se trouve au niveau des macrophages, cette molécule s'appelle l'hémocédérine. L'hémocédérine, c'est une forme de réserve du fer, mais difficilement mobilisable. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir, après cette description très sommaire du cycle du fer, mais surtout, je dirais, focaliser des stades intéressants dans le métabolisme. C'est l'entrée dans l'entérocyte, la sortie de l'entérocyte, capter le fer par les érythrocytes et la synthèse de l'hémoglobine. Et bien sûr, on a aussi un contingent de fer qui va être stocké dans les hépatocytes surtout. Oui? Oui? En fait, il y a l'équilibre ou l'homéostasie du fer, elle est tellement, je dirais, complexe. Mais ce qui est connu, parce que même le macrophage, il a le droit de faire les réserves en ferritine à l'intérieur. Ce n'est pas seulement l'hémocédérine. J'ai dit, oui, c'est majoritairement l'hémocédérine, mais il peut lui aussi faire la ferritine comme toute cellule. Mais en fait, pendant le recyclage, on va voir ça, c'est qu'on peut recycler, c'est-à-dire on peut mettre de nouveau le fer issu de l'hémolyse du globule rouge dans la circulation. Il y a un mécanisme, c'est qu'on a du fer qui sort du macrophage et il est déversé dans la circulation sanguine. Tellement parfois il est compliqué, on n'a pas toute une visibilité très 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 claire, mais
qui est vrai, c'est que même à partir du macrophage, on peut avoir, le macrophage peut libérer le fer, tout simplement. Alors ici, juste ça nous amenait à parler sur la régulation ou l'homéostasie du fer dans l'organisme. Ici, on va décrire deux moyens pour régulariser l'équilibre du fer dans l'organisme. La première, c'est grâce à une hormone qui s'appelle l'hepcidine. L'hepcidine, c'est une hormone, c'est une protéine synthétisée par le foie. Cette hormone, cette protéine, elle est aussi fait partie des protéines de l'inflammation. C'est-à-dire, au cours de l'inflammation, on a une synthèse de cette molécule de l'hepcidine. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'hepcidine? L'hepcidine, c'est comme l'insuline pour le glucose. Qu'est-ce qu'il fait, l'insuline? Quel est son rôle? C'est hypoglycémiant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il va diminuer la glycémie. Alors, pour l'hepcidine, c'est un hyposidérémiant, c'est-à-dire, il va diminuer la disponibilité du fer dans l'organisme. Alors, comment? Alors, parmi les mécanismes, c'est que cette protéine l'hepcidine, il va se complexer avec la ferroportine. Et comme ça, on aura difficulté dans le passage du fer de l'intérieur de la cellule vers la circulation sanguine. Alors, où il existe la ferroportine? On a déjà évoqué que dans l'entérocyte, le fer qui a traversé le pôle apical, lorsqu'il est au niveau du le pôle basal, pour qu'il sorte, il sort par cette ferroportine. Alors, lorsqu'il sera je dirais, fixé par l'hepcidine, on aura, je dirais, on va fermer cette porte. Et comme ça, on ne peut pas véhiculer le fer de l'entérocyte vers la circulation sanguine. On a un autre niveau de la ferroportine, c'est au niveau de l'hépatocyte. L'hépatocyte, on a dit que c'est un réservoir du fer. Alors, si l'hepcidine va se fixer au niveau de la ferroportine, l'hépatocyte ne peut pas libérer le fer qui existe dans son intérieur. On a un autre troisième niveau, c'est la ferroportine au niveau du macrophage. Et on a dit que le macrophage, au cours de la dégradation ou l'hémolyse du fer, il peut recycler, il peut relarguer le fer vers la circulation sanguine, et c'est grâce à cette ferroportine. La ferroportine, c'est la porte. C'est le port par lequel le fer, il peut passer du milieu intérieur, intracellulaire, l'entérocyte, l'hépatocyte, le macrophage, vers la circulation sanguine. Alors, on va fermer les portes par lesquelles le fer il peut sortir, et par conséquent, on va diminuer la disponibilité du fer. Ça, une façon pour régulariser l'homéostasie ou pour maîtriser l'équilibre du fer dans l'organisme. On a un autre moyen. Bon, le premier, c'est par une hormone, par la protéine l'hepcidine. On a aussi plusieurs types de régulation. Ici, je cite seulement ces deux types. L'hepcidine est ce qu'on appelle une régulation post-transcriptionnelle. Alors, ça se fait par un système qui est composé, qui s'appelle l'IRP, l'IRE. Bon, l'IRP sont des protéines. Bon, l'IRP sont des protéines. Ils sont représentés par ces boucles-là. Et l'IRE, ce sont des fragments d'ARN messager de certaines protéines impliquées dans le métabolisme du fer. Ça existe au niveau de l'ARN messager de la ferritine, qui est la forme de réserve du fer. Et il existe au niveau 5' de l'ARN messager de la ferritine. Et il existe au niveau de la région 3' de l'ARN messager qui code ou qui va être traduit en récepteur de la transférine. Alors, en cas de, augmentation du fer, c'est-à-dire on a beaucoup de fer, on a une surélévation du taux du fer dans l'organisme. C'est-à-dire, la logique, c'est que normalement, on va baisser, l'absorption de ce fer. C'est-à-dire, on aura un effet hyposidérémiant. Alors, c'est pour cette raison, si on a beaucoup de choses, donc, normalement, on va activer les mécanismes de réserve, de stockage. C'est pour ça, dans ce contexte, lorsqu'on a dans le statut intracellulaire, le fer il est augmenté,
ces protéines ne se fixent pas au niveau de ces fragments de l'ARN. Et les conséquences, cette non-liaison, c'est-à-dire l'IRP et l'IRE seront toujours libres, alors on va favoriser la transcription de l'ARN messager de la ferritine, et comme ça, on aura beaucoup de ferritine, et par conséquent, on va favoriser le stockage, parce que le fer il est très augmenté à l'intérieur de la cellule. Et la deuxième chose, c'est que, puisqu'on n'a pas cette liaison au niveau de 3' de l'ARN messager de la récepteur de la transférine, cette non-liaison, alors il rend l'ARN messager, je dirais, plus ou moins fragile à la lyse enzymatique. Et comme ça, on défavorise, on crée je dirais, le statut ou la forme de l'ARN messager. Et normalement, elle est vulnérable à la lyse enzymatique intracellulaire. Et par conséquent, on défavorise la transcription de cet ARN messager, et par conséquent, on aura moins de récepteurs. C'est-à-dire, on va former moins de récepteurs, et par conséquent, la cellule ne peut pas, je dirais, capter du fer. Pourquoi? Et c'est logique. Pourquoi? Parce que j'ai un signal qui dit que j'ai beaucoup de fer, alors je vais favoriser les mécanismes de stockage et je vais défavoriser les mécanismes qui vont produire des récepteurs pour la transférine et par conséquent pour capter le fer. Mais si je suis dans la situation inverse, c'est-à-dire je n'ai pas assez de fer intracellulaire et j'ai besoin du fer, c'est logique que je vais favoriser la synthèse des récepteurs de la transférine, et comme ça pour capter le maximum du fer, parce que j'ai besoin, si je suis dans la cellule l'érythroblaste, j'ai besoin de synthétiser l'hémoglobine, et je ne vais pas favoriser les mécanismes qui vont faire le stockage, parce que si la ferritine va faire le stockage, il va me priver du fer que j'ai besoin. C'est pour cette raison, dans ce contexte, on aura ces protéines, l'IRP, ils vont se fixer avec ces fragments de l'ARN messager, l'IRE. Alors, quelles sont les conséquences? Ici, au niveau de l'ARN messager, cette liaison de ces deux, je veux dire, composants, à ce niveau-là, cette liaison, il va créer un encombrement stérique, c'est-à-dire quelque chose de grande taille, à ce niveau-là. Et vous connaissez que la traduction des ARN messagers, ça commence par la région 5'. Alors, si le ribosome les ribosomes, lorsqu'ils veulent commencer la traduction de cet ARN messager, ils vont trouver devant eux un encombrement, quelque chose qui est volumineuse, et ça, il ne permet pas l'accès à l'ARN messager. Et par conséquent, on va créer des conditions, c'est-à-dire les ribosomes ne peuvent plus, ou ils trouvent difficile de traduire cet ARN messager, et par conséquent, on va défavoriser l'expression ou la traduction de cet ARN messager de ferritine, et par conséquent, on va, en quelque sorte, on va inhiber les mécanismes de stockage. Mais par contre, la fixation ou la liaison de ces deux composants, l'IRE et l'IRP, dans la région 3' de l'ARN messager de récepteur de la transférine, il va donner à l'ARN messager une stabilité. Et comme ça, une stabilité dans le cytoplasme, et par conséquent, on va favoriser la traduction de cet ARN messager en récepteur de transférine, et par conséquent, on va produire le maximum de récepteurs de transférine, et comme ça, on va capter le maximum de fer. Et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on est devant une situation qui dit qu'on a un besoin en fer. Bon, j'ai donné ces deux modèles ou deux types de régulation. Le premier modèle, c'est par l'hepcidine. Il inhibe la sortie, c'est-à-dire il diminue la biodisponibilité, la disponibilité du fer en inhibant, en dégradant la ferroportine, et on a ici une régulation intracellulaire par ce mécanisme ou par ce système l'IRP-l'IRE. Alors, et comme ça, bon, on a fait le tour pour décrire le cycle. Bon, le cycle du fer, ça commence par l'absorption et la circulation, la mise, je dirais,
la mise en route de ce fer par la transférine, surtout vers la moelle osseuse, va être traduite par la synthèse de l'hémoglobine dans les globules rouges, puis après le travail ou la durée de vie du globule rouge vont être lysés, ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique. C'est surtout une hémolyse intratissulaire dans les macrophages de la moelle, de la rate, et on peut réutiliser le fer issu de cette hémolyse c'est-à-dire on peut relarguer à partir du macrophage le fer grâce à la ferroportine des macrophages et qu'il va être capté par la transférine et comme ça on a décrit le cycle. Ici, vous avez remarqué que on a les modalités de régulation, c'est surtout au niveau de l'absorption, de la biodisponibilité. Mais les pertes, c'est-à-dire on a la régulation à ce niveau-là, elle est active. Mais on a les pertes du fer, ils sont passifs. C'est-à-dire on perd le fer avec les tissus qui meurent, avec la desquamation des cellules, alors on perd leur contenu en fer. Et ici, les caractéristiques du cycle du fer, c'est que la quantité absorbée est égale à la quantité perdue. Et ici, si on a une quantité de 1 à 2 mg absorbée, on aura des pertes de 1 à 2 mg perdues par la desquamation des cellules. Alors, maintenant, on a décrit le cycle du fer. Nous allons aborder les outils d'exploration du métabolisme et ça revient à parler du bilan martial.